7 millions d'automobilistes sur les routes pour ce premier grand départ en vacances de l'été, mais pas de trop grosses difficultés. Ce soir, le trafic est redevenu fluide. Le général Jaruzelski renonce à se présenter à la présidence de la République, s'estimant lui-même comme un obstacle à la réconciliation nationale, mais il pourrait également s'agir de conflits internes au Parti communiste polonais ou encore la crainte d'essuyer un échec électoral. Tour de France cycliste, c'est parti. Au Luxembourg, la première étape en forme de parade ne devait être qu'une simple formalité pour les coureurs, mais le vainqueur de l'an dernier, Delgado, oublie le départ et se retrouve déjà lanterne rouge à près de 3 minutes du maillot jaune et vainqueur de l'étape, le Landais Brokin. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis la catastrophe de la centrale de Tchernobyl en URSS, les installations nucléaires sont observées à la loupe et à la moindre anomalie inquiète. En aval de Nogent-sur-Seine, où est installée une centrale, une association indépendante de surveillance avait décelé ces derniers jours une augmentation anormale de la radioactivité sur des mousses. Alerté, l'EDF répond « Cette inquiétude est sans fondement » et l'arrêt prolongé d'une partie de la centrale ne fait pas suite à un incident, mais au repérage de matériaux défectueux. Enquête de Bruno Gex et Bruno Giraudot. Est-ce que ces pannes constituent un risque pour les gens qui habitent autour? Mais comme vous ne nous donnez pas de renseignements, on ne peut pas le savoir, voyons. Même tous nos représentants locaux, quels qu'ils soient, au Conseil général et tout, se moquent de nous, ils sont de votre côté. Le pognon, vous les avez achetés avec du pognon. Empoignade au pied de la centrale de Nogent entre écologistes et représentants EDF. Depuis quelques jours, les associations de défense de l'environnement s'inquiètent. Des analyses auprès d'un laboratoire indépendant ont révélé une augmentation brutale de la radioactivité dans les eaux de la Seine et plus précisément sur des mousses aquatiques. Les associations reprochent à EDF un manque de transparence. Première chose, le manque d'information. On finit par avoir les résultats avec des mois de retard. La deuxième chose qu'on reproche, c'est dans nos derniers prélèvements, on a trouvé des choses parfaitement anormales. On a trouvé du cobalt 58 en très grande quantité. Le cobalt 58 vient du nickel. Ça veut probablement dire qu'il y a certains aciers dans la centrale qui s'usent beaucoup plus vite que les autres. Nous voudrions savoir lesquels et pourquoi, ou si c'est pas ça, que EDF donne une explication de ce phénomène. On parle, puisqu'il s'agit de cobalt, il s'agit de produits qui passent dans l'eau de réfrigération du réacteur. Cette eau de réfrigération du réacteur, nous la surveillons à la source. On se garde bien de la surveiller à 3 km en aval de Nogent par ses effets. Nous, on la surveille à proximité du réacteur, ce qui nous permet de garantir la qualité de fonctionnement de ce réacteur. Installée à moins de 100 km de Paris, la centrale de Nogent reste une des plus sensibles de tout le parc français au regard de la concentration de population en région parisienne. La vigilance des associations écologistes représente une arme efficace pour la transparence de l'information en matière de nucléaire. Ce soir à Nogent, aucun danger n'est à signaler. La théorie des fluides a presque parfaitement fonctionné aujourd'hui sur les routes et autoroutes de France pour ce premier grand départ en vacances. Les 7 millions d'automobilistes n'ont pas rencontré de trop grosses difficultés. Stéphane Magnier. Voici le visage que présentait la circulation dans la région de Lyon en fin d'après-midi, dense mais fluide, comme l'était en fait l'ensemble du réseau national. Dernier bouchon du jour, 10 km près de Béziers vers 18h30 à la suite d'accidents matériels. C'est surtout cette nuit et ce matin de bonne heure qu'on a joué à touche-touche. 200 km en additionnant tous les ralentissements. Le plus important de tous, 35 km à lui seul, se situant au sud de Valence. Malgré cela, les responsables de la sécurité routière affichaient quasiment le sourire. Car en dépit d'une augmentation de 5% du trafic, on a compté une centaine de kilomètres de bouchons en moins que l'an dernier à la même date. C'est essentiellement dû à 4 facteurs, une meilleure météo, une information plus complète pour les usagers, en particulier ceux venant de l'étranger, sont partis plus tôt et ont mieux utilisé les itinéraires de délestage. L'amélioration de quelques infrastructures autoroutières comme à Lyon-Belleville par exemple, et enfin, qui l'eût cru, à un meilleur sens de la discipline, c'est du moins les gendarmes qui l'affirment. Il y a même eu quelques centaines de petits vénards, ceux qui se sont présentés au péage à l'heure où les agriculteurs du CDJA manifestaient. Ces automobilistes-là sont passés sans payer, les seuls qui ont trouvé pour une fois que ça valait le coup de bouchonner. En matière de sécurité routière, il faut le savoir,
Il y a souvent loin des intentions à la pratique. L'an dernier, à la suite d'un bilan catastrophique, 3000 tués sur les routes de juillet et d'août et 70 000 blessés, un livre blanc avait été édité prévoyant un certain nombre de réformes. Réformes débattues la semaine passée à l'Assemblée nationale, notamment le permis à points. Mais visiblement, les députés font preuve d'une certaine forme d'inertie face à tout changement et nombre de dispositions sont par ailleurs vidées de leur sens. Explication de Marc Maisonneuve. L'insécurité routière est un fléau. Il faut modifier le comportement des automobilistes. Exemple, la formation dispensée en auto-école. On continue de préparer les élèves à passer un examen sans leur apprendre véritablement à conduire. La suppression des points noirs par manque de crédit, on attend que le nombre terrible de 10 vies sacrifiées soit atteint avant de réaménager ces zones. Le contrôle technique destiné à limiter la circulation des épaves, son application réelle prend beaucoup plus de temps que prévu. Sans solution de fond, on sanctionne. Cet été, sur les routes françaises, 400 appelés en renfort des effectifs de la gendarmerie et 650 radars. Quant au permis à points voulu par le gouvernement, les députés ont tranché. Le permis devait comporter 6 points, il en comportera 12. Les conducteurs auraient dû attendre 12 mois avant de pouvoir repasser leur permis, ils n'attendront que 6 mois. 3 points retirés en cas d'homicide involontaire, un dispositif qui verra le jour en 1991, on peut douter de l'efficacité de la mesure voulue par le gouvernement. Sachez encore que parmi les 12 pays de la communauté européenne, la France est celui qui connaît le plus grand nombre d'accidents mortels chaque année, aux alentours de 50 000 victimes. L'Angleterre, en revanche, enregistre 2 fois moins de victimes chaque année, alors que son parc automobile est à peu près équivalent au nôtre. Pourquoi ? Eh bien, réponse de notre correspondant à Londres, Philippe Arroy. Un journal anglais n'hésitait pas à titrer récemment que les automobilistes britanniques étaient les plus sûrs d'Europe. On peut en discuter. Ce qui est indiscutable, c'est que le nombre d'accidents mortels est 2 fois moindre que sur les routes françaises, pour un parc automobile équivalent. Et les chiffres diminuent régulièrement. Nous vivons sur une petite île, nous sommes très nombreux là-dedans. Nous avons beaucoup de véhicules et nous sommes obligés de conduire plus lentement. Moi qui conduis et en France souvent et en Angleterre beaucoup, je vois que nous respectons davantage les signaux routiers, les panneaux routiers. Moins d'agressivité au volant, plus de discipline, mais ce n'est pas la perfection car des accidents il y en a et on les montre volontiers, histoire de dissuader d'aller trop vite, par exemple. La police veille. Elle veille surtout à éduquer en permanence les automobilistes par des campagnes de sécurité et des conseils. De plus, on enseigne le code de la route dès l'enfance, à l'école et sur le terrain. Le fléau numéro 1 reste l'alcoolisme au volant. Là encore, depuis plusieurs années, on mène une campagne rude. Il commence à entrer dans les habitudes en Angleterre le fait que conduire après avoir bu est un mal social. Au moment des grands départs et des grands retours, beaucoup de monde sur les routes, bien sûr, et parfois beaucoup de gros bouchons. Mais le caractère anglais fait que certainement on est plus enclin à prendre son mal en patience. À l'étranger, ce n'est pas encore, je dirais, définitivement officiel, mais le général Jaruzelski a annoncé en public hier soir à la télévision qu'il n'avait pas l'intention de se représenter à la présidence de la République polonaise, laissant sa place à son ministre de l'Intérieur. « Je suis un obstacle à la réconciliation nationale », a déclaré tout net le général Jaruzelski, et j'en tire les conséquences. Reste à connaître les raisons effectives de cette décision. Le général est-il sincère ou s'agit-il de manœuvres internes au Parti communiste polonais ou encore la peur d'essuyer un échec lors de la prochaine élection? Michel Monpontet. Ces manifestants, sympathisants de Solidarité, réclamaient hier soir dans les rues de Varsovie, sans trop y croire, le retrait du général Jaruzelski dans la course à la présidence polonaise. Ils ne se doutaient sûrement pas que dans le même temps, à quelques pas de là, le général annonçait son intention de ne pas briguer la charge suprême, confession face au plénum de son parti communiste. Je ne veux pas être un obstacle dans le processus de réconciliation nationale. Je refuse d'utiliser des voies détournées pour me faire élire. En fait, le général Jaruzelski, en refusant d'être le candidat du parti, s'évite tout d'abord le risque d'une nouvelle défaite probable. Celle des élections du 18 juin dernier face à Solidarité est déjà pour lui de trop.
Il a donc appelé à voter pour son ministre de l'Intérieur, le général Kishak, le négociateur de la table ronde. Un nom au moins tolérable pour Lech Walesa et son syndicat. Un Lech Walesa qui ne pourrait sûrement pas appeler ses électeurs à voter pour l'homme qui symbolise l'état d'urgence et les arrestations de 1981. Général Jaruzelski, état d'urgence, une association qui risque de rester dans la tête des Polonais durant bien longtemps, et ce, quoi que fasse le général. Le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, arrive mardi prochain en France. Ce soir, à la télévision soviétique, il prononçait un discours annoncé quelques heures seulement auparavant. On pensait qu'il aborderait des thèmes de politique internationale à la veille de ce voyage, mais en fait, il s'est exprimé sur les conflits nationaux et interethniques à l'intérieur de l'URSS. Mikhail Gorbatchev, quelque peu mal à l'aise, Georges Bortoli. Je dirais plus exactement qu'il avait un ton d'une extrême gravité. Tout ce discours a été un appel presque dramatique. Le leader soviétique a dit en effet qu'il ne fallait pas hésiter à prendre les mesures les plus décisives contre ceux qui appellent à changer les frontières ou à chasser les minorités. Il n'a pas dit quelles seraient ces mesures, mais tout en utilisant un ton très sévère, il a aussi appelé à la tolérance pour relancer l'idée d'une véritable fédération des peuples soviétiques. Donc tout ce discours, je le répète, a été une mise en garde solennelle contre ces tensions interethniques qui, depuis des mois maintenant, des mois et des mois, font des centaines de victimes dans le sud, dans les républiques du sud de l'URSS. Et aujourd'hui encore, on apprend que 3000 hommes des forces spéciales du ministère de l'Intérieur viennent d'être dirigés vers le sud de la République de Géorgie, où se produisent encore des affrontements interethniques, des Géorgiens contre des Azéris, tout cela avec des armes à feu. Voilà. Alors on comprend que M. Gorbatchev a eu l'air vraiment grave, et on comprend aussi que pour son voyage de la semaine prochaine à Paris, on ait apporté un soin tout particulier aux liaisons téléphoniques pour que, même à Paris, en tout lieu, en tout temps, il puisse se tenir au courant et donner les instructions nécessaires. Merci Georges. Première politique en Grèce après la défaite du Parti socialiste de M. Papandréou aux élections législatives, c'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, au terme d'une semaine de crise, le Parti communiste, qui n'avait jamais exercé le pouvoir en Grèce, accepte une coalition avec ses adversaires conservateurs, à la condition toutefois que toutes les personnalités politiques impliquées dans les divers scandales financiers de ces derniers mois ne reçoivent aucun portefeuille. Par ailleurs, les communistes ont fixé un délai de 3 mois pour cette expérience. Dans la révolte des pierres entre les Palestiniens des territoires occupés et l'armée israélienne, il y a les affrontements quotidiens et leur lot de victimes. Il y a aussi des conséquences moins visibles. Ainsi, en Cisjordanie occupée, les écoles, considérées par Jérusalem comme des foyers d'agitation potentiels, ont été fermées. Mais leur activité a repris dans la clandestinité, comme l'a constaté notre correspondant Charles Anderlin. Par habitude et parce qu'il n'a rien d'autre à faire, le proviseur Hani Odeh inspecte tous les matins la cour de récréation et les classes désertes. Comme les autres établissements scolaires de Cisjordanie, cette école de Beit Sahour, près de Bethléem, a été fermée par les autorités militaires, officiellement parce que ce seraient des centres d'agitation anti-israéliens. Si tel est le cas, pourquoi nous interdire de donner des devoirs aux élèves? Pourquoi les cours populaires sont-ils illégaux? L'enseignement est devenu clandestin. Des écoles populaires comme celle-ci fonctionnent un peu partout en Cisjordanie. Selon des sources palestiniennes, 50 à 60% des élèves des cours élémentaires y participent. Pour les autres classes, le pourcentage tombe à 10, voire à 5%. Il est faux de dire que les établissements d'enseignement sont des foyers d'agitation. Ils sont fermés depuis presque 2 ans et le soulèvement continue. Et puis à Gaza, les écoles sont ouvertes et là-bas, on ne lance pas moins de pierres ou de cocktails Molotov qu'ici. Les autorités ont répondu par la négative à nos demandes d'explication. Pourtant, cette fermeture des écoles palestiniennes est très critiquée en Israël même. Elle a été condamnée par la gauche, les syndicats d'enseignants et la plupart des universités. Et puis cette situation a par ailleurs des conséquences que les responsables israéliens n'avaient peut-être pas prévues. Si les enfants n'étudient pas le programme scolaire, ils ont au quotidien une formidable leçon d'histoire et d'instruction civique palestinienne. Ils apprennent beaucoup sur leur peuple, sur la Palestine, sur notre pays. Exemple de cette nouvelle génération de jeunes Palestiniens, Hamed, 8 ans.
Il veut devenir professeur d'anglais. Il a oublié les quelques notions d'écriture qui lui avaient été inculquées. Mais nous dit-il, il a appris à lancer des pierres. La France prend la présidence de la Communauté européenne pour 6 mois. Ce premier jour de présidence a été marqué ce matin par une réunion inhabituelle. À l'Élysée, M. François Mitterrand a reçu les principaux membres de son gouvernement qui ont affaire avec les affaires européennes et les représentants de la Commission européenne de Bruxelles. Christian-Marie Monod, Yves Barbe. C'est une première. Le président François Mitterrand, entouré de 8 ministres, dont Michel Rocard, a accueilli à l'Élysée un autre président, celui de la Commission européenne, Jacques Delors, et les 16 commissaires européens. Une façon de souligner l'importance qu'il accorde à la présidence française pour les 6 prochains mois. Cette Commission européenne, c'est le gouvernement de l'Europe. Elle propose les nouvelles lois européennes appelées directives. Son rôle est donc important. Elle travaille en étroite collaboration avec le pays qui préside, et chacun son tour, la communauté. Pendant 6 mois, la France, avec cette présidence, est le chef d'orchestre. Elle donne la note. Elle propose plusieurs partitions, charte sociale, environnement, télévision sans frontières, fiscalité, sans oublier l'union monétaire. Des partitions que tous les partenaires ne jouent pas de la même manière. L'acte unique, décidé en 1987, doit pourtant permettre la construction de l'Europe sans frontières. Tous les pays membres n'ont pas la même lecture, d'où la grande difficulté de la France pour éviter les couacs. François Mitterrand veut que le prochain sommet européen de Strasbourg, les 8 et 9 décembre, constitue une avancée importante pour l'Europe des 12. Il n'a que quelques mois pour réussir. Parmi les conséquences du marché unique européen de 1993, il y en a certaines qui posent problème. Ainsi, dans son rapport annuel, la Commission informatique et liberté s'interroge sur les possibles connexions entre les réseaux d'ordinateurs européens. Et d'ores et déjà, pour ce qui concerne la France, elle s'intéresse de près à l'outil informatique dont s'est doté le ministère de l'Intérieur. Rappelons que la mission de la Commission informatique et liberté, sa mission essentielle est d'éviter que l'informatique ne porte atteinte à la liberté individuelle. Enquête de Jacques Violet. Lundi dernier, au cours d'une conférence de presse, la direction des transmissions et de l'informatique au ministère de l'Intérieur présentait les hommes, polytechniciens et ingénieurs télécoms et les matériels du plan informatique qui dotera le ministère de l'Intérieur d'un réseau de 25 000 terminaux d'ici 1993. Une modernisation qui coûtera 3,7 milliards, un super ordinateur pour la police qui met en place un maillage informatique très serré. Ce réseau permettra d'interroger de n'importe quel point du territoire, y compris en voiture, les gros fichiers administratifs ou de police. Fichiers des véhicules volés, des personnes recherchées, des cartes grises et demain celui des empreintes digitales. Avec l'informatique, nous sommes tous fichés. Il y a les fichiers administratifs, mais aussi tous les autres, privés, ceux des sociétés commerciales, des banques, des cartes bleues, fichiers de santé. Il y a ceux qui sont connus, déclarés, mais aussi les autres. Alors, devant cette prolifération de fichiers, la Commission informatique et liberté qui publie son rapport annuel est réservée, par exemple, sur le contenu d'un futur fichier de police technique qui remplacerait à terme le casier judiciaire. Autre réflexion, l'Europe et les difficultés d'harmoniser la législation et la politique de contrôle des fichiers informatiques à l'échelle européenne. La loi française de protection des données personnelles informatisées est établie à un haut niveau. Il y a un haut niveau de protection. Bon. Des lois étrangères d'autres pays de la communauté ont une protection plus faible, quelquefois insuffisante. Nous nous demandons que le niveau de protection soit le plus haut possible, alors qu'il est probable que certains pays comme la Belgique, probablement comme l'Italie, demanderont un bas niveau de protection. Soit qu'ils considèrent le problème comme secondaire, soit qu'ils ne veulent pas gêner les entreprises, peut-être même l'administration. Aujourd'hui, seulement 4 pays ont ratifié une convention européenne sur la protection des personnes. Certains pays ont des lois nationales, d'autres n'ont rien. On imagine la complexité extrême pour harmoniser une législation. Déjà, de grosses multinationales échangent leurs fichiers de clientèle ou celui de leur personnel. Des renseignements circulent et vont circuler avec des croisements qui pourraient devenir dangereux pour les libertés individuelles. Enfin, pour revenir aux services de police qui échangent bon nombre d'informations sur le terrorisme, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sont parvenus hier à Paris
à un accord sur l'établissement d'un système d'information informatisé. C'est le futur fichier de police commun européen. La politique française, le Parti socialiste réuni en comité directeur ce week-end à Paris. Il y a au programme la préparation du congrès de Rennes, mais l'essentiel du débat tourne autour d'un mot, godillot, inventé naguère pour ironiser sur la soumission des députés gaullistes au général de Gaulle. Un certain nombre de socialistes sont inquiets en effet d'être réduits à cet état si leur seule fonction consiste à soutenir le gouvernement de M. Michel Rocard. Sur place, Jean-Michel Mercurol, Philippe Baron. Les socialistes sont au pouvoir, mais il n'y a qu'une moitié de ministres socialistes au gouvernement. Michel Rocard est au zénith des sondages, mais le PS n'en voit pas les retombées électorales. Bref, les socialistes ne savent plus vraiment qui ils sont, ni à quoi ils servent. Pire, ils se demandent si la gestion Rocard ne leur fait pas perdre leur crédit social. Michel Rocard et le rocardisme sur la sellette pour ce coup d'envoi du Congrès. Toutes les contributions au débat tirent vers la gauche. Le PS veut exister sans être godillot et défendre ses valeurs. Mais la fronde a ses limites, pas question d'une guerre parti-gouvernement, pas plus que d'un combat fratricide entre socialistes. Il faut vraiment que notre débat ne soit pas coupé des réflexions des Français, mais qu'il soit en phase avec eux. Et en même temps, il faut qu'au sein du Parti socialiste soit un débat très fraternel, très juste, qui permette l'unité. C'est dans cet esprit, moi, que je m'exprime. Le rassemblement, toujours, le rassemblement. À peu près tous les intervenants, chefs de courant ou d'écurie présidentielle, paraissaient d'accord. Débattre, oui, mais sans conflit irrémédiable. Le parti ferait d'autant moins défaut au gouvernement que ce dernier lui tendrait davantage l'oreille. Michel Rocard, lui, a simplement convenu que sa politique pouvait manquer de symboles, qu'il ne faisait pas que de la gestion, mais aussi des réformes. Dans les faits divers, remake de la tour infernale à Atlanta, aux États-Unis. Un incendie s'est déclaré dans les étages supérieurs d'un immeuble. Les occupants, dont certains ont été pris de panique, ont brisé les vitres. Bilan, 4 morts et une dizaine de blessés. Isabelle Martinet. Par cette fenêtre ouverte, ils cherchent de l'air. Surtout, ils attendent les échelles des pompiers pour échapper aux flammes. Mais tous n'ont pas eu le même sang-froid. La panique a gagné de nombreuses victimes. Une femme a sauté du 6e étage. Elle a été immédiatement hospitalisée. L'incendie qui s'est déclaré dans cet immeuble de bureaux au centre d'Atlanta a ravagé en tout 4 niveaux. Selon les premiers témoignages, une coupure de courant a eu lieu une demi-heure avant le début du sinistre. 2 électriciens venus réparer les fusibles auraient provoqué une série d'explosions. L'un des 2 hommes est mort dans l'incendie. 4 tués, 38 blessés dont 11 graves, un bilan que le chef des pompiers impute en grande partie à un système de sécurité inefficace. Médecine, la sophistication du matériel médical permet aujourd'hui d'éviter la chirurgie. Ainsi, grâce aux rayons laser, on permet déjà de dissoudre les calculs rénaux sans intervenir. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture du Congrès international de radiologie à Paris, on apprend que les médecins radiologues peuvent déjà, dans certains cas du moins, se substituer aux chirurgiens, notamment dans le domaine articulaire. C'est ce que l'on appelle la radiologie interventionnelle. Exemple, à l'hôpital Cochin de Paris. Reportage de Marie-Françoise Griot et Jean-Louis Bousser. Aujourd'hui, les radiologues ne se contentent plus de faire des clichés, ils mettent la main à la pâte. Ce patient souffre d'une sciatique très douloureuse qui l'empêche de bouger la jambe droite. Cette sciatique est provoquée par une hernie discale que le radiologue va réduire. L'opération s'appelle une nucléotomie percutanée. Elle se déroule sous une légère anesthésie locale. Le radiologue, guidé dans ses gestes par l'image radiologique, va introduire une sorte de long tire-bouchon jusqu'au disque intervertébral et va ponctionner des petits fragments de disque afin de réduire la hernie. Petit à petit, on retire des morceaux de disque, n'est-ce pas, de façon à faire une espèce d'ablation le plus complet possible. L'opération aura duré environ 20 minutes. Au bout de 6 à 7 ponctions, le patient a perdu quelques grammes qui vont faire toute la différence. On n'enlève pas la hernie, mais on permet sa rétraction. Donc il n'y a plus d'irritation nerveuse et le patient, en principe, devrait être guéri. Et je pense que monsieur sera guéri. Et effectivement, nous avons pu constater que notre patient, à l'issue de l'opération, pouvait à nouveau lever la jambe. Complètement disparu, en tout cas jusqu'à cette hauteur-là, alors que tout à l'heure on était seulement ici. Je crois que ça va être un bon succès. Alors soyez
au calme pendant 2-3 jours, hein, dans votre lit d'hospitalisation, d'accord? Le sport maintenant avec le Tour de France cycliste. C'est parti avec un prologue au Luxembourg aujourd'hui qui devait plutôt ressembler à une parade des coureurs, mais qui a déjà été marqué par une première surprise de taille. Le Hollandais Brokin a remporté l'épreuve contre la montre devant Laurent Fignon, Kelly et Lemon, tous les trois à 6 secondes. Mais la surprise est là, le vainqueur de l'an dernier, l'Espagnol Delgado, a déjà 2 minutes 54 secondes de retard, incroyable mais vrai. Il n'a pas entendu l'appel du départ et s'est présenté avec 2 minutes 40 de retard qui lui ont été bien sûr comptabilisés. Parmi les meilleurs classés du jour, l'Irlandais Kelly, je viens de vous le dire, qui est aussi, comme le temps passe, le doyen du Tour de France 89, car il a déjà couru 11 fois ce Tour de France. Reportage de Jean Mamet. Sean Kelly, 11 participations, un record. Seul le Hollandais Luberding fait mieux, 13 présences. Mais Kelly, c'est un ancien au passé prestigieux, toujours là malgré le temps. Sagesse pour lui rime avec préparation. J'ai pas couru autant au début de saison. Les dernières 3-4 ans, j'ai dû faire le Tour d'Espagne, alors ça marque beaucoup quand c'est venu le temps de Tour de France. Je crois que j'étais un peu fatigué. Alors maintenant, je sens un peu, j'ai plus de réserve, alors je crois que je veux faire le Tour de France, un mieux Tour de France cette année. Le Tour de France à 76 ans, mais Sean Kelly en 11 ans l'a marqué de son empreinte. Victoire d'étape, maillot vert. Aujourd'hui, un regard sur le passé, le Tour a évolué. Mon premier Tour de France, les étapes au début, c'était tout à fait tranquille tous les jours, mais maintenant, il est... si on regarde l'année dernière, je crois qu'il n'y avait pas un jour où c'était tranquille au départ. C'est attaque toujours, soit les étapes c'est plat, ou soit c'est dans la montagne, il a toujours le corps pour attaquer. Alors le cours c'est beaucoup plus dur qu'il a 7, 8 ans, 10 ans. Troisième aujourd'hui, Sean Kelly a encore surpris tout son monde. Malgré le temps, le Tour de France lui fait encore peur. La distance, le Tour de France, la montagne, tout ça, ça fait peur à tout le monde. Même les grimpeurs, les grandes étapes de montagne. À la distance, 3 semaines, tous les jours le vélo, pendant 3 semaines, je crois que ça fait peur à tout le monde, même le bon grimpeur. La montagne, c'est pour plus tard. Pour l'heure, Kelly pense tout simplement à une belle victoire d'étape. Le tennis maintenant, Wimbledon. Parmi les battues du jour, la Française Catherine Tanvier, éliminée par l'Américaine Fernandez en 3-7. Parmi les vainqueurs, McEnroe qui se retrouve en 8e de finale après avoir battu son compatriote, l'Américain Pug. Et cela malgré des menaces de mort lancées contre lui par un interlocuteur anonyme au téléphone et qui inquiète vraiment la police britannique. Et puis, Michael Chang qui continue son chemin. Il a triomphé du Hollandais Shepers, mais il lui a fallu tout de même 4-7. Claude Aymar. C'est exactement le type de jeu qu'il faut jouer à Wimbledon. Et c'est ce jeu-là qu'a joué aujourd'hui Michael Shepers face à Michael Chang. Le vainqueur de Roland Garros qui ne trouve pas vraiment ses marques en ce début de match et le Hollandais géant, 78e à l'ATP, 1,97 m, remporte le premier set 6-4. Réaction de Chang, le jeune américain aligne quelques belles volées et surtout quelques superbes passings. Shepers s'écroule un petit peu, 6-3 pour l'américain dans le deuxième set. Michael Chang qui a quelque peu modifié son jeu par rapport à Roland Garros, il monte plus souvent à la volée, même si cela ne lui réussit pas toujours. Mais Chang qui a toujours un super mental, il va finir par lober Shepers après de nombreuses tentatives. Et il s'impose finalement 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Voilà, gardez vos tennis, mais pour une promenade, pour ceux qui sont en vacances. Mais aussi à Mougins, un musée qui cette année présente une collection d'automobiles somptueuses ou célèbres comme la Ferrari de Manuel Fangio. Reportage de Thierry Calmette et Aimé Mayol. La Ferrari de Fangio, sortie du musée en pleine forme. Une œuvre d'art pilotée par un connaisseur, Adrien Mag roule souvent dans ses voitures de collection, une de ses nombreuses passions. À tel point qu'on se demande si le musée de l'automobile qu'il a fondé sur l'autoroute près de Cannes n'est pas un peu son garage personnel. Hommage à Enzo Ferrari, bien sûr, Rolls, Bugatti, mais aussi Fiat et Peugeot de la grande époque. Distraction de milliardaire? Pas seulement, car l'héritier d'Aimé Mag connaît ses voitures sur le bout des doigts. L'automobile considérée comme un art vivant. L'art, c'est quelque chose qui est dessiné par des gens avec leur esprit, avec leur génie, et qui ensuite est mise à la disposition des gens pour
le contempler, l'admirer. Eh bien, je pense qu'une voiture, effectivement, ça peut être admiré et contemplé. En ce moment, il y a une folie sur les Ferrari. Bon, c'est peut-être un peu fou, mais il y a des Ferrari qui sont vraiment de vraies œuvres d'art. Alors Adrien Mag se déplace en œuvre d'art et vit aussi au milieu des chefs-d'œuvre. Le mobilier signé Giacometti, les tableaux de famille signés Chagall, Miro ou Calder n'ont pas été achetés et ne sont pas destinés à être vendus. Lorsque les artistes vivaient au milieu de la famille, ils remerciaient le marchand de tableaux et sa femme Marguerite en leur offrant des objets. Elle est de Giacometti, qui était un grand ami de mes parents. Et puis, comme il venait souvent ici, eh bien, un jour il a fait une table, et puis il a fait ses chaises, et puis il a fait un cendrier, et puis il a fait la rampe de l'escalier, et puis il a fait une coupelle. Bon, c'était comme ça, c'était une chose normale, si vous voulez. Il n'y avait rien de... C'était pas calculé, c'était pour faire plaisir. Faire plaisir, mais pas n'importe comment. Au fil des années, la Fondation Mag, seule fondation d'art privé en France depuis 25 ans, accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs. Le premier d'entre eux, Adrien Mag. En avant-première, voici les ultimes chefs-d'œuvre de Picasso, Matisse, Magritte, Gauguin. Une exposition unique qui remplit de satisfaction le président de la Fondation. Nous aimons les belles choses, et en plus nous avons une sale manie, c'est qu'on aime bien faire profiter les autres de ce que nous aimons. Au fond, c'est une façon de dire, mais puisqu'on aime ça, ça doit être beau, donc je ne vois pas pourquoi les autres n'en profiteraient pas. Et ça, c'est peut-être un côté, un défaut, une qualité de la famille. Automobile de légende, grand maître de l'art contemporain, le tout au soleil, au bord de la Méditerranée. Tout cela vaut bien un détour sur la route des vacances, la route du rêve. Voici maintenant le tableau du tiercé et du quartet qui se courait cet après-midi à Évry. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 5 et le 6. Et pour ce qui concerne le quartet, voilà le résultat. Vous ajoutez le 7. Les pronostics maintenant pour demain. Pronostic de Pierrette Bresse dans le prix du bicentenaire à Saint-Cloud. Voilà les chevaux que Pierrette vous conseille de jouer. Le 4, le 13, le 2, le 11, le 9, le 14, le 15 et le 3. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Et puis après Yves Lecoq qui va animer cette soirée sur Antenne 2. Et bien vous retrouverez Jean-Claude Alanic pour les toutes dernières informations. Ce sera aux alentours de 23h50. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bien entendu. Je vous dis à demain 13h. Bonsoir.